Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va parler du coup de CoinMarketCap. Ça va même d'ailleurs une suite de vidéos dans lequel petit à petit maintenant j'aimerais commencer à rentrer un peu plus en détail sur le monde de la finance décentralisée ou comme on peut l'appeler plus communément la DeFi. Dans cette vidéo, on va du coup utiliser la plateforme CoinMarketCap comme tremplin pour essayer petit à petit de rentrer dans les définitions et pour comprendre comment fonctionne cette finance décentralisée. Plus tard, on pourra voir d'autres plateformes comme CoinGecko ou encore DeFi Lama pour rentrer encore plus dans les détails. Et l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de pouvoir commencer à rentrer sur les protocoles, sur les blockchains et voir comment tout ça fonctionne. Donc on se trouve là sur la page d'accueil de CoinMarketCap, qui est une plateforme où on va agréger, on va dire, toutes les blockchains, toutes les crypto-monnaies qui sont listées. Et en fait, c'est une mine d'or, une mine d'informations. Pour déjà de base, on en avait déjà discuté, on en avait déjà parlé dans les précédentes vidéos. Lorsque on voulait chercher une crypto-monnaie, on voulait chercher des informations sur notre crypto-monnaie, on voulait pourquoi pas bien connaître le site internet, voir d'autres informations. Donc voilà, on va repartir là-dedans et en même temps on va cette fois-ci bifurquer et partir plus sur les plateformes décentralisées et voir un peu comment on peut utiliser cette plateforme. Donc d'abord on va commencer par parler de l'interface. Donc là on se trouve sur la page d'accueil, donc on va pouvoir voir pas mal de choses. C'est très fourni, mais si on décortique petit à petit, c'est un peu comme le trading, on peut facilement s'y repérer. Donc là, sans rentrer pour l'instant dans les détails là-haut, on va voir qu'on a plusieurs onglets ici d'abord. Donc nous sommes dans l'onglet principal où on va avoir ici la capitalisation boursière des crypto-monnaies. Voilà, donc je viens de cliquer dessus. On voit l'aperçu du marché crypto. Donc on voit les plus grosses crypto-monnaies en ce moment, donc toujours le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, etc., le Solana. On voit un indicateur Fear and Greed Index. Donc ça, c'est l'indicateur qui va un peu, via des algorithmes, via toutes les informations que peut détenir cette plateforme, qu'elle va shipper et récupérer à droite à gauche, elle peut déterminer une estimation sur le sentiment du marché. Est-ce qu'on est sur un marché haussier? Est-ce qu'on est sur un marché baissier? Mais surtout, est-ce qu'on est sur un marché où les personnes, donc les particuliers, comme vous ou moi, si on a peur en ce moment ou pas, d'acheter par exemple. Donc là, dans ce cas précis actuellement, il est indiqué que on est plus sur une estimation de peur. Ce que cela signifie, c'est qu'en fait, la plateforme a remarqué que du coup, les personnes sont soit en train de vendre en masse, soit n'achètent plus, soit il y a potentiellement de grosses positions dans les produits dérivés, c'est-à-dire que des personnes vont parier à la baisse, donc ils veulent shorter le marché. Donc en gros, le sentiment général de tout le monde, c'est potentiellement le marché peut être baissier. Voilà. Ce n'est qu'un indicateur. Ça vous permet, vous, de voir en fait qu'en ce moment même, les gens ont peur d'acheter et sont plutôt à la vente. Ça ne veut absolument rien dire d'autre. Maintenant, pour les traders et pour les personnes qui souhaitent investir, c'est un indicateur particulier parce que généralement, lorsque le marché, pour plusieurs jours en tout cas, est dans une estimation de peur, où les gens ont peur d'acheter et pensent plutôt à vendre parce qu'ils ont peur que le marché crache, souvent, ça va simplement dire qu'on est dans une correction et que c'est le moment des soldes, comme on peut dire, c'est le moment d'achat. C'est le moment où on achète finalement nos crypto-monnaies à moindre prix. Parce que, je le rappelle, le plus intéressant lorsque on est débutant, si vous souhaitez investir correctement, l'idée c'est de le faire petit à petit et de le faire en DCA, c'est-à-dire le Dollar Cost Average, c'est-à-dire de le faire d'une manière où vous allez acheter un montant d'une crypto-monnaie que vous souhaitez acheter et le faire par petite quantité chaque semaine à un jour bien précis. Et comme ça, chaque semaine ou chaque mois, vous allez investir un prix que vous avez défini. Par exemple, vous pouvez investir 50 € par semaine ou 50 € par mois. C'est suivant votre budget et ce que vous pouvez vous permettre. Et c'est la manière la plus simple et la moins risquée pour acheter sans subir
la volatilité du marché, c'est-à-dire les crashs ou au contraire les bull runs. Et donc, lorsqu'on est dans un marché où ici l'indicateur nous donne le fait qu'on a peur, eh bien, ça veut donc dire qu'il y a eu un crash. Effectivement, il y a à peine quelques jours, le cours a baissé énormément, mais du coup, ça veut dire que la crypto-monnaie est moins chère. Ça veut pas dire qu'elle ne peut pas continuer à descendre, mais ça veut juste dire que, en termes de probabilité, c'est un moment, peut-être une opportunité pour entrer soit dans un trade, soit pour commencer à acheter un tout petit peu de crypto-monnaie parce que elle est moins chère. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle va descendre. Mais donc voilà, c'est un indicateur. Et tout comme l'inverse, si l'indicateur nous amène à ici dans le vert, c'est-à-dire que c'est l'euphorie, c'est le FOMO. Le FOMO, c'est lorsqu'on a peur de manquer l'opportunité. C'est comme une bulle spéculative, ça veut dire que on est en surachat. Et donc dans ces cas-là, potentiellement, l'indicateur est là pour estimer que bientôt, ça va crasher, parce que ça ne monte jamais éternellement et ça ne descend jamais éternellement. C'est juste que en termes de timing, on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais voilà, cet indicateur est intéressant, parce qu'au moins il peut vous donner une idée de où est-ce que vous vous trouvez actuellement dans le marché. Et là, actuellement, on se trouve dans un marché où ça a été baissier, et du coup, techniquement, l'opportunité d'achat est meilleure, parce que du coup, tout le monde a peur d'acheter, donc tout le monde est à la vente, donc les prix sont à la baisse. On est donc en pleine période de solde. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas continuer à baisser. Encore une fois, c'est juste un indicateur. Donc si on continue là-dedans, on va voir l'indice, ici la saison du Bitcoin, ou là, si c'est la saison des altcoins, parce que l'idée c'est que le Bitcoin c'est la reine des crypto-monnaies, et l'idée c'est que parfois, ça peut être le moment où le Bitcoin va surperformer, c'est-à-dire qu'il va augmenter en prix, contrairement à tous les autres crypto-monnaies. Et les autres crypto-monnaies, c'est ce qu'on va appeler les altcoins. Voilà. Tout ce qui n'est pas du Bitcoin fait partie des altcoins. Et donc, d'après cet indice, on se trouverait plutôt proche de la saison du Bitcoin. Ça veut dire que le Bitcoin surperforme toutes les autres crypto-monnaies actuellement. Voilà, c'est simplement un indice. À vous après d'en tirer des conclusions. Ici, on peut voir l'indice CoinMarketCap 20. Donc, si vous mettez la souris sur le petit i, vous pouvez voir l'information que ça indique que ça suit les performances des crypto-monnaies les plus importantes en fonction de leur capitalisation boursière. Donc, c'est un peu comme le CAC 40 ou les trucs comme ça. Voilà. En gros, en fait, ce sont que des indicateurs qui, pour quelqu'un qui souhaite savoir estimer où est-ce qu'il se trouve actuellement dans le marché avant d'investir, eh bien ça peut lui donner une idée de voir ici la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies actuellement. On n'est plus à plus de 3 trillions d'euros. C'est immense. Ça veut donc dire que cette quantité-là est investie actuellement par des particuliers, par des entreprises dans les crypto-monnaies. Et vous avez bien sûr plein d'autres indicateurs. Donc je reviens sur la page d'accueil. Donc quand j'ai cliqué dessus, finalement, on peut les retrouver ici. On voit ici la capitalisation des 20 plus grandes crypto-monnaies. Donc en gros, ici, c'est classé en termes de capitalisation. Donc du coup, on peut voir ici le bouton capitalisation boursière. On peut voir que c'est bien sûr le Bitcoin, donc qui est le plus détenu par les particuliers ou les entreprises, suivi ensuite par Ethereum, suivi par Tether, qui est un stablecoin qui est très utilisé du coup pour éviter l'imposition, parce que du coup, si vous voulez vendre du Bitcoin ou de l'Ethereum et qu'au lieu de le convertir en dollars ou en euros pour être ensuite imposé, eh bien c'est intelligent de le convertir dans une crypto-monnaie qui reste stable, qui est adossée au dollar, comme le Tether ici, comme l'USDT. Voilà pourquoi elle a une capitalisation qui est forte. Donc c'est pas une crypto-monnaie sur laquelle on spécule, c'est une crypto-monnaie de réserve dans laquelle on laisse nos investissements sans les retirer pour autant en euros ou en dollars. Donc on peut voir que toutes ces crypto-monnaies sont rangées du coup par ordre de capitalisation. Donc plus on se rapproche du numéro 1, plus elle est détenue finalement par bon nombre d'entre vous. Et donc, lorsqu'on parle ici du CoinMarketCap 20, ce sont les 20 premières. Donc, on voit ici de 1 jusqu'à 20. Donc, jusqu'ici, il prend en fait en calcul ces 20 premières crypto-monnaies pour déterminer tous ces indicatifs ici. Donc, vu qu'on est toujours sur la page d'accueil, on peut voir du coup comment c'est rangé. On peut nous après voir, je crois que c'est sur un top 100. CoinMarketCap fait toujours sur, je pense, un top 100. On va confirmer ça tout de suite. Voilà, la première page, c'est bien sûr le top 100, mais en fait, on peut aller au-delà. En fait, on va bien au-delà des top 100, en fait. Donc, vous pouvez voir combien il y a de crypto-monnaies qui sont listées.
Et l'idée, eh bien, c'est d'avoir un point de vue sur toutes ces crypto-monnaies, encore une fois, quand vous souhaitez investir sur une crypto-monnaie, qu'elle soit connue ou non, il est très probable qu'elle soit listée sur CoinMarketCap. Quand bien même vous souhaitez vous-même créer une crypto-monnaie et que vous avez appris à faire tout ce qu'il fallait pour la créer, vous pouvez demander à CoinMarketCap de la lister. Voilà. Après, derrière, je ne sais pas, j'imagine qu'il doit y avoir des frais d'inscription ou même, pourquoi pas, des conditions d'inscription, d'avoir peut-être une communauté, d'avoir quelque chose, voilà. Je ne connais pas exactement les détails, je n'ai jamais créé ma propre crypto-monnaie, mais en tout cas, c'est juste pour dire comment ces crypto-monnaies sont listées, tout simplement, sur la plateforme. Voilà, vu que c'est un agrégateur, ce sont les personnes qui créent ces projets qui vont proposer d'être listées sur ces plateformes. Pourquoi être listé sur ce genre de plateforme? Parce que, du coup, vous avez toutes les données, ça attire des investisseurs. Il faut rappeler encore une fois que chaque crypto-monnaie correspond, comme si c'était une entreprise. Donc c'est un petit peu du marketing. Ce que l'on voit là, pour nous, ce sont des données cruciales pour pouvoir déterminer sur quoi on souhaite investir, si c'est un projet qui est fiable et qui est viable dans le temps. Mais aussi pour les entreprises et les créateurs de ces crypto-monnaies, c'est bien aussi de faire leur petite publicité. Donc les informations qu'on pourra avoir, si je choisis par exemple ici au hasard une crypto-monnaie que je vois, The Sandbox, il suffit de cliquer dessus et ça va nous mener à la page spécifique de cette crypto-monnaie qui va du coup nous donner le cours de cette crypto-monnaie actuellement, de voir les dernières 24 heures à combien de pourcentage elle a évolué, de voir grâce à un graphique, là depuis peut-être les dernières 24 heures, je peux voir son évolution, je peux voir que ça a baissé, je peux voir sur un an comment ça s'est passé, je peux voir depuis le début qu'elle a été listée, pas depuis qu'elle a été créée, mais depuis qu'elle a été listée sur la plateforme, je peux voir comment elle a su performer, à quel moment elle a su performer, etc. Voilà. Souvent, c'est corrélé au moment où le Bitcoin a explosé, encore une fois, parce que c'est lui qui va engendrer et faire évoluer tout le monde. Mais du coup, là où on va commencer à rentrer petit à petit dans la finance décentralisée et sur les plateformes, c'est que lorsque l'on descend, on arrive sur des informations comme sur quelle plateforme elle est tradable, sur quelle plateforme on peut l'échanger, on peut l'acheter, on peut la vendre. Et ça, bien sûr, c'est ce qui nous importe, une fois qu'on a trouvé la crypto-monnaie qui nous intéresse. Donc voilà, pour refaire un petit récap, ici, on va avoir le site de cette crypto-monnaie, on va avoir le white paper, c'est le document PDF qui réunit toutes les informations de la tokenomics, qui réunit les informations de ceux qui l'ont créé, du groupe qui gère cette crypto-monnaie. On peut voir ici tout ce qui est social, donc son compte Twitter, son compte Telegram, qui est très important d'aller checker la communauté avant d'investir. On voit aussi son adresse, son contrat. Donc on va en parler là bientôt parce qu'on va parler maintenant de la finance décentralisée, à quoi correspond cette adresse de contrat. Sur quel portefeuille ici là on peut l'ajouter automatiquement. On a le portefeuille Trust Wallet, on a le portefeuille MetaMask, on peut même descendre et on a les portefeuilles aussi sur différentes blockchains, donc on va parler de tout ça après. On peut voir apparemment un indice de confiance qui est mis par deux sites ici que vous pouvez cliquer dessus pour aller voir leur rapport. Ce sont des audits en fait qui vont aller étudier le code source pour créer cette crypto-monnaie, parce qu'il y a un code, on verra ça aussi plus tard dans les différentes sections. Et donc du coup, c'est exactement comme un programme informatique. S'il a été mal codé, il peut être soumis à des exploits, c'est-à-dire à des hacks, à des piratages, des personnes malveillantes qui pourraient aller modifier le code, soit pour démultiplier cette crypto-monnaie sans raison, sortir de l'algorithme pour l'acheter peut-être à zéro ou la revendre, et bien sûr ça va créer une catastrophe, parce que si vous démultipliez une crypto-monnaie, c'est exactement comme l'euro ou le dollar, à force d'imprimer, la valeur va baisser. Donc voilà, on peut voir les audits, l'explorateur. Alors l'explorateur aussi, là on commence à rentrer dans la finance décentralisée. Pour chaque blockchain, donc pour chaque réseau de crypto-monnaie,
vous allez avoir un explorateur qui vous permet, ce sont des navigateurs comme Google, dans lequel vous allez retrouver plein de sites internet, etc., une base de données. Ces explorateurs sont liés au blockchain spécifique dans lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les transactions qui se sont passées sur la blockchain et qui se passent actuellement. Vous allez pouvoir retrouver votre propre portefeuille de crypto-monnaies décentralisées grâce à votre adresse. Vous allez pouvoir trouver l'adresse du contrat de votre crypto-monnaie, et tout ça va vous apporter d'autres informations aussi qu'on verra plus tard. Donc voilà un peu pour le récap de lorsque vous souhaitez en apprendre plus sur une crypto-monnaie. Maintenant ici, de ce côté-là, bien sûr, on va voir les différents marchés pour acheter ou vendre The Sandbox, du coup cette crypto-monnaie, dont son court titre c'est le SAND, S-A-N-D. Et donc, on peut déjà voir d'un coup d'œil, ici, on peut sélectionner, vous avez les CEX ou les DEX. Donc, la différence, c'est que les CEX, c'est pour les plateformes d'échange centralisées, et DEX, ce sont les plateformes, donc les exchanges décentralisés. Et donc, nous, on connaît déjà les échanges centralisés, comme Coinbase, et bien d'autres ici, comme KuCoin, bref, ceux que, si vous êtes déjà dans les crypto-monnaies, vous êtes déjà naturellement tombé sur ce genre de plateforme centralisée. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de partir sur les plateformes décentralisées et surtout pour pouvoir commencer à rentrer petit à petit dans cet univers où pourquoi même la monnaie a été créée, pourquoi même le Bitcoin a été créé et comment il a créé sa propre technologie en étant créé lui-même, qui est la technologie de la blockchain, et tout ce qui peut être le pouvoir de la décentralisation au niveau de votre finance, au niveau du coup, en comparaison de la finance classique que l'on peut avoir aujourd'hui avec les banques. Donc tout ça, ce sont des finances centralisées. Donc on va voir ça petit à petit et commencer à dupliquer un petit peu plus, de pouvoir commencer à aller voir comment ça fonctionne la finance décentralisée, qu'est-ce que je peux faire et à quel moment du coup je peux reprendre le contrôle sur mon argent. C'est ça aussi l'intérêt. Donc, on continue et on peut voir ici, voilà, vous êtes curieux et vous voyez du coup les premières plateformes décentralisées parce que vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds au début, comme CoinMarketCap. Vous avez fait votre recherche, vous avez regardé ici les informations qui vous intéressaient, vous êtes intéressé du coup pour acheter cette crypto-monnaie et vous voulez le faire dans la finance décentralisée. Vous pouvez très bien le faire aussi dans la finance centralisée, encore une fois. Si je me remets ici, je vois que cette crypto-monnaie qui m'intéresse, j'ai un compte Binance, je vois que je peux l'acheter ici contre une paire USDT, donc ça veut dire que spot par exemple, j'aurais juste à chercher SAND contre l'USDT, ça veut dire qu'il faudra que je vende mes USDT pour acheter du SAND ou que je vende mes SAND pour récupérer des USDT. Voilà. Faut pas oublier que échanger une crypto-monnaie, ça se fait par paire. Il faut absolument 2 crypto-monnaies pour que ça fonctionne, ou alors une monnaie fiat comme l'euro et la crypto-monnaie pour pouvoir les changer. Et si je parle de ça, on va rentrer du coup dans le détail de la décentralisation qui va expliquer comment ça fonctionne lorsqu'on se trouve face à des protocoles de décentralisation. Là, on va se trouver face à Uniswap. Uniswap, c'est l'une des premières plateformes dans la décentralisation qui a vu le jour, qui a été créée sur la blockchain Ethereum et qui maintenant est sur plusieurs d'autres blockchains. Et c'est celle sur laquelle on va commencer à en apprendre plus pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne la décentralisation. Donc si ça m'intéresse, je vais aller cliquer du coup sur la paire SAND contre le WTA. Et là, ça m'ouvre du coup une autre page. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme les poupées russes. Vous trouvez la crypto-monnaie qui vous intéresse. Ça vous ouvre la page spécialisée pour votre crypto-monnaie avec toutes les informations. Avant même, en plus de faire ça, vous avez d'abord une page qui vous montre la globalité du marché. Ensuite, vous trouvez votre crypto-monnaie. Ensuite, vous voyez ce qui se passe spécifiquement sur votre crypto-monnaie. Vous voyez les informations de la crypto-monnaie, sur quelle blockchain elle se trouve, sur quelle plateforme centralisée ou décentralisée vous pouvez l'acheter ou la vendre. Et ensuite, on vous dirige sur une nouvelle page où là, c'est la plateforme intégrée à CoinMarketCap où vous pouvez directement faire l'achat et la vente sans même passer par le protocole finalement qui a été là ici proposé comme Uniswap. C'est une chose qui est possible de faire. Mais nous, c'est pas ça qui va nous intéresser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt d'aller voir les protocoles en soi. Pour accéder au protocole, je vais plutôt du coup aller cliquer sur Uniswap. Ici, et là, il m'ouvre du coup une page, encore une fois, les poupées russes, une page
Uniswap spécifique qui va m'indiquer du coup, eh bien déjà, son adresse spécifique. Et ça, c'est très important. Parce que dans le monde des crypto-monnaies, c'est exactement comme dans le monde classique finalement, le phishing, ça existe. Et le phishing, eh bien, c'est le fait que des pirates reprennent l'adresse officielle d'une plateforme, mais en changeant peut-être juste une lettre. Peut-être que là, au lieu d'avoir un seul i, il y en aurait deux, mais sans que vous le sachiez, peut-être vous le copiez-collez, mais sans le voir, et bien du coup, vous allez taper Uniswap juste dans la barre de Google, et Google va vous sortir des listes de protocoles. Vous allez voir Uniswap, vous allez cliquer le premier lien, vous n'allez pas réfléchir, sans vous rendre compte qu'en fait, dans ce lien, il y avait marqué qu'il y avait 2 i. Or, s'il y a 2 i, c'est pas officiel de ce site internet, de ce protocole, et du coup, eh bien, même s'il va ressembler à s'y méprendre exactement au site internet que vous connaissez d'Uniswap, il sera en fait tout simplement piraté. C'est-à-dire que les hackers attendront juste que vous connectez votre portefeuille décentralisé à ce protocole, et à ce moment-là, ils auront toutes les informations pour pouvoir voler vos fonds. Donc c'est comme le phishing en classique, sauf que là, dans les crypto-monnaies, c'est encore plus délicat. Donc pourquoi c'est intéressant de passer du coup par des plateformes officielles comme CoinMarketCap? Eh ben, ils réunissent toutes les informations qui sont aussi exemptes de piratage. Donc là, j'ai exactement l'adresse officielle de Uniswap. Donc voilà déjà le cheminement pour arriver déjà à trouver votre crypto-monnaie, à faire des recherches, jusqu'à trouver sur quelle plateforme vous souhaitez et vous pouvez l'acheter, la vendre, l'échanger, etc. Donc, je clique sur Uniswap et je me trouve du coup sur le protocole de Uniswap. Donc Uniswap, c'est un site internet. Et pour comprendre du coup maintenant le cheminement et de comment ça fonctionne en décentralisé et la différence avec une plateforme centralisée, eh bien c'est plutôt simple. On va prendre comme exemple Binance, comme plateforme centralisée, qui elle va avoir besoin, pour lancer son projet, son entreprise, sa plateforme d'échange, elle va avoir besoin de fonds. Donc elle fait une levée de fonds et avec l'argent qu'elle a, elle va pouvoir acheter toutes les crypto-monnaies qu'elle a besoin pour créer son premier fonds de trading. Parce que si vous souhaitez utiliser Binance et que vous voulez échanger par exemple du Bitcoin contre de l'Ethereum par exemple, il faut que Binance, dans ses caisses, ait en tout cas assez d'Ethereum et assez de Bitcoin pour que les gens puissent se les échanger. C'est plutôt simple. Il faut qu'aussi, après, petit à petit, qu'elle ait assez d'utilisateurs pour que ces utilisateurs ramènent aussi des fonds sur leur plateforme pour pouvoir faire cet échange. Mais de base, quand Binance se lance, il faut d'abord qu'elle ait des fonds, exactement comme une banque classique. Vous allez dans votre banque, pour qu'elle puisse se permettre déjà de lancer, d'avoir son fonds de roulement, comme n'importe quelle entreprise, il lui faut une trésorerie. Pour qu'elle puisse faire des prêts aussi, il lui faut une trésorerie. Bien qu'ensuite, vous et moi apportons aussi après notre épargne dans leur caisse, et que ça leur ajoute à leur fonds de roulement, il faut quelque chose au début qui fasse tourner la machine. Et c'est pareil, du coup, pour une plateforme comme Binance, voilà, elle a besoin que ça tourne. Mais du coup, c'est centralisé, pourquoi? Parce que du coup, c'est une équipe, donc ceux qui ont créé cette entreprise, qui vont gérer ces fonds, qui les ont apportés eux-mêmes, et qui du coup vont pouvoir détenir tout ça. Et c'est-à-dire que, comme pour les banques, quand vous déposez vos fonds dessus, même si c'est toujours votre argent, qu'est-ce qui vous garantit que si la banque fait faillite ou si Binance fait faillite, que vous récupérez vos fonds? Ces fonds, elles sont chez eux, elles ne sont plus chez vous. Et en plus de cela, il vous faut des autorisations des fois pour récupérer ces fonds. Par exemple, c'est la banque qui va vous demander des informations, pourquoi vous faites tel virement, pourquoi vous voulez retirer plus de 500 €, pourquoi... Toujours des autorisations, donc ce sont des intermédiaires qui vous permettent un service, mais ça reste des intermédiaires dans lesquels, vous n'êtes pas 100% détenteur de vos fonds, vous ne les contrôlez pas, sinon personne ne serait là pour vous demander quoi que ce soit, c'est quand même votre argent. Et c'est là l'idée des crypto-monnaies et de la décentralisation. Pourquoi on a créé Bitcoin? Parce que le créateur de Bitcoin, qui est surnommé avec son pseudonyme Satoshi Nakamoto, qui, du coup, en créant le Bitcoin, voulait en fait créer une manière décentralisée
que les personnes pouvaient, donc comme vous, comme moi, pouvons du coup s'envoyer de l'argent, mais sous forme d'une crypto-monnaie, donc d'une monnaie virtuelle, sans passer par aucun intermédiaire. C'était le but. Donc la décentralisation, ça fait partie d'une ère de la guerre des crypto-monnaies. Donc lorsqu'on a commencé à créer des entreprises comme Binance, Coinbase, etc., on a simplement copié la finance classique. Ça n'a absolument rien changé. En tout cas, pour les personnes qui utilisent ces plateformes, que ce soit en euros ou en bitcoin, ça vous change rien. C'est juste que vous avez la volatilité des crypto-monnaies et vous pouvez faire du trading là-dessus. Mais en termes d'intermédiaires, il y a toujours Binance qui est là en plein milieu, qui vous demandera des autorisations. Il y a toujours votre banque en plein milieu qui vous demandera des autorisations. La différence avec un protocole ici comme Uniswap, c'est que lui, il est décentralisé. Et du coup, comment il fonctionne, lui? Eh bien, il fonctionne grâce à tout le monde en même temps. Exactement comme la blockchain. C'est-à-dire que ici, on peut voir qu'on a... On va pas trop rentrer dans les détails tout de suite. Là, c'est juste pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, grosso modo. Et la différence avec la finance centralisée. Là, on a un onglet simple, vendre cette crypto-monnaie ici, pour l'échanger contre une autre. Je vais dire par exemple l'USDC, un stablecoin. Donc, pour pouvoir faire cette transaction-là, entre ici mon Ethereum et ici l'USDC, comme sur Binance, il faut des fonds. Il faut que cette plateforme, Uniswap, elle ait assez d'Ethereum et assez d'USDC pour pouvoir du coup faire l'échange. Imaginons j'ai un Ethereum, d'accord, et que cet Ethereum vaille 4000 USDC. Si la plateforme n'a pas 4000 USDC dans ses fonds, je ne peux pas échanger mon 1 Ethereum. Et donc, ça veut dire du coup qu'il n'y a pas de liquidité. C'est quelque chose qu'on reparlera souvent, c'est-à-dire surtout dans le trading, on parle souvent de peu de liquidité ou de la liquidité. Et donc, si c'est décentralisé et que personne n'a mis ses fonds derrière, comment on peut faire cet échange? Comment ça fonctionne? Si j'étais sur Binance, Binance aurait du coup, imaginons Binance avait 8000 $, voilà, pour créer. Elle a mis 4000 $ en Ethereum et 4000 $ en USDC. Elle a créé la paire Ethereum contre USDC. Donc pour son trading, elle peut permettre à des gens de faire cet échange à hauteur de 4000 USDC ou 4000 $ en Ethereum. Mais là, sur cette plateforme, personne n'a mis des fonds de base. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne que il va y avoir ce qu'on appelle des pools de liquidité. Et ça, on en a parlé plusieurs fois, ponctuellement, dans plusieurs des vidéos. Souvent, ça revenait. Eh ben, c'est le temps d'en parler un petit peu plus. Le pool de liquidité, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement en fait quelque chose de virtuel, un coffre-fort virtuel qui va se trouver sur le protocole ici Uniswap, où chaque personne, comme vous, comme moi, si j'ai par exemple de l'Ethereum, si j'ai de l'USDC, je peux venir sur la plateforme et venir déposer mes fonds, donc comme si c'était sur une banque. Donc je vais déposer par exemple mon Ethereum, j'ai un Ethereum, je vais déposer un Ethereum sur la plateforme. Et je vais pas le faire parce que je suis gentil, je vais le faire parce que derrière, c'est un côté lucratif, c'est-à-dire que en déposant ces fonds dans ce pool de liquidité, je vais du coup fournir de la liquidité à la plateforme, qui n'avait pas au début. Donc ça veut dire que j'ai fourni un Ethereum ici. Ça veut dire que quelqu'un d'autre, un autre utilisateur de ce protocole, pourra du coup, s'il avait de l'USDC, donc j'inverse, s'il avait de l'USDC et qu'il voulait le vendre pour acheter du coup de l'Ethereum, eh bien il pourra en acheter au moins un Ethereum parce que moi j'ai déposé mon Ethereum sur la plateforme. Donc il pourra utiliser ma liquidité pour le faire. Et donc, grâce à ce placement que j'ai fait dans cette pool de liquidité, dans ce coffre-fort pour cette paire précise, des personnes peuvent utiliser Uniswap pour faire leur échange, faire du trading. Et c'est là qu'on commence à comprendre du coup la décentralisation. Ça veut dire que c'est nous tous qui apportons les fonds pour que nous tous puissions du coup faire du trading, faire des échanges avec ces crypto-monnaies. Et c'est ça la différence du coup avec le fait qu'il y ait une entité qui a amené tous ses fonds pour faire le trading et créer tous ces trucs. Et ça, c'est une seule petite chose qui montre comment la décentralisation fonctionne. Et pourquoi moi, j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai juste envie d'aider la blockchain? J'ai juste envie d'aider la crypto-monnaie Uniswap à fonctionner? Il y a de ça, parce que je veux que ça fonctionne, donc tout le monde veut que ça fonctionne. Mais c'est surtout aussi parce que derrière, à créer un pool de liquidité, eh bien c'est que moi, si je dépose mes fonds, c'est comme du stacking. Le stacking, vous savez ce que c'est le fait de bloquer des fonds pour générer des intérêts. C'est comme un livret A, c'est comme plutôt un PEL, pardon, qui lui est bloqué. Et ces fonds que j'ai donné, mon 1 Ethereum que j'ai donné pour créer cette liquidité dans un pool de liquidité, eh bien, à chaque fois que quelqu'un va échanger
grâce à mon pool de liquidité, donc du coup grâce à ce que j'ai apporté, si quelqu'un avait besoin d'acheter ou de vendre de l'Ethereum, à chaque fois qu'il va interagir avec de l'Ethereum, je vais toucher une commission. Je vais toucher des intérêts. Et en plus de ça, il va y avoir aussi des intérêts, même des intérêts composés parfois, et ça c'est la plateforme qui va le faire vis-à-vis des algorithmes. Elle va dire voilà, suivant l'utilisation qui est estimée de cette crypto-monnaie, si elle est très connue, si des gens l'utilisent très, très souvent, ça va générer beaucoup de frais de transaction. Parce que lorsque je fais un échange pour acheter ou vendre, il y a des frais de transaction. Exactement comme sur Binance, exactement comme peut-être sur une banque classique aussi. Vous payez toujours une commission quand vous achetez ou quand vous vendez. Par exemple sur Binance pour faire du trading. Sauf que, vous voyez, on est obligé de parler de beaucoup de choses en même temps pour comprendre le système. Mais si je parle de frais de transaction, c'est que du coup ces frais de transaction, et on rentrera en détail plus tard comment ça fonctionne, eh bien ces frais de transaction vont être donnés une partie à la plateforme, parce que c'est quand même la plateforme qui doit aussi subvenir à ses propres besoins. Un peu comme Binance, mais là c'est Binance qui récupère tout, quand c'est sur Binance. Tous vos frais de trading vont à l'entreprise Binance. C'est une entreprise, elle gagne de l'argent, elle fait des bénéfices là-dessus, parce que vous utilisez son service d'échange de crypto-monnaies. Et bien là, l'autre partie va aller à ceux qui ont fourni la liquidité. C'est-à-dire moi, si par exemple j'avais fait mon pool de liquidité, quelqu'un a fait un échange entre l'USDC et Ethereum, ou entre Bitcoin et Ethereum, peu importe, quelque chose avec Ethereum, dans ce pool de liquidité-là, j'aurai une partie de cette commission-là. Donc en plus du fait que je fais fonctionner la plateforme et que j'aide la décentralisation, et bien du coup, je suis rémunéré, je suis récompensé. La décentralisation va toujours fonctionner comme ça. Vous allez voir, quand on ira un peu plus loin dans d'autres sujets de la décentralisation, à chaque fois, tous les outils sont faits pour que tout le monde y accède, tout le monde les utilise, et que pour que cela fonctionne, il faut qu'en même temps, eh bien, on s'implique dedans aussi. Et quand on s'implique et qu'on aide la blockchain et qu'on aide la décentralisation, on est rémunéré, on est récompensé. Voilà, c'est un cercle vertueux en fait. Donc voilà, déjà grosso modo de comment on arrive jusqu'à une plateforme de décentralisation. Il n'y a rien d'extraordinaire, on est juste là sur un site internet. Et la prochaine fois, on va parler de comment on va se connecter dessus. Parce que quand vous êtes sur Binance, vous créez votre compte. Tout de suite, vous allez pouvoir faire du trading, etc. Vous allez pouvoir... Vous avez comme un portefeuille intégré, exactement comme dans votre compte bancaire en fait. Vous avez un compte de crypto-monnaie qui est intégré dès que vous créez Binance, vous créez votre compte en fait. Et quand vous faites votre trading, eh bien vous transférez entre votre liste de trading jusqu'à votre portefeuille spot, là où vous pourrez après faire un virement et vous le renvoyer, eh bien du coup directement sur votre compte bancaire par exemple. Et bien là, comme on est dans la décentralisation et que personne ne gère finalement entre guillemets le site, il n'y a pas de compte qui est créé. Pour amener vos fonds, il va vous falloir un portefeuille. Or, la plateforme n'a pas de portefeuille intégré vu qu'elle est décentralisée. Elle ne détient pas vos fonds. Donc, vous allez avoir besoin d'un portefeuille décentralisé. Ce sera l'objet du coup de notre prochaine vidéo. On parlera du coup du portefeuille décentralisé MetaMask, dans lequel on fera une simulation pour se connecter et on verra du coup ce que l'on peut faire et on rentrera plus en détail du coup dans la plateforme Uniswap pour comprendre comment ça fonctionne. Et petit à petit dans d'autres vidéos, on retournera sur CoinMarketCap pour reprendre comment ça fonctionne la décentralisation, trouver tout ce qu'on peut faire dedans, arriver sur un nouveau protocole, parler des blockchains, bref, vous avez compris, c'est un gros morceau, mais encore une fois, c'est le principe même de pourquoi les crypto-monnaies ont été créées. Et je regrette de ne pas avoir lancé tout de suite, je pense, ce genre de vidéo et d'avoir déjà commencé à parler juste des plateformes centralisées. En même temps, c'est normal, comme on est débutant, même moi en tant que débutant, j'ai commencé avec les plateformes centralisées. Elles nous seront toujours utiles si on souhaite transférer nos fonds de notre compte crypto vers peut-être notre banque classique. Ça restera toujours malheureusement un intermédiaire, mais on verra ensemble qu'il y a des opportunités, des alternatives aussi à cela. Voilà, j'espère que vous êtes enthousiaste pour la suite, parce que moi je le suis. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.